Bonjour à tous, et bien, merci beaucoup pour cette invitation qui m'a permis d'arriver avec le soleil dans le dos, les nuages noirs au fond, et de voir la neige sur la crème des puits en descendant du forêt. Donc c'était un trajet très agréable, et une belle influence pour cette journée sur la réhabilitation psychosociale. Alors, évidemment, je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit ce matin sur les outils de soins de la réhabilitation psychosociale, les évaluations. Je crois qu'on a bien compris. Il y a un très beau travail qui est fait par le SAMSA de Clermont-Ferrand. Merci vraiment. C'est très appréciable. Je vais plutôt essayer de compléter ce qui a été dit, de voir un petit peu les perspectives. En fait, le courant de la réhabilitation psychosociale et puis la diffusion des pratiques volontaires d'établissement depuis une vingtaine d'années se sont mises en place enfin, la réhabilitation psychosociale et les pratiques volontaires d'établissement se mettent en place en deux étapes. La première étape, c'était que les personnes puissent y accéder. C'est-à-dire qu'il y ait des structures de soins, des structures médico-sociales qui permettent de diffuser les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est montrer aux gens ce dont ils sont capables et leur permettre de réussir leur vie. Une fois que cette première étape, aussi bien du côté des centres de réhabilitation psychosociale qui sont quand même au nombre de 95 en France, côté sanitaire, les SAMSA de réhabilitation psychosociale ou rétablissement, on peut les appeler des deux manières, qui sont quand même de plus en plus nombreux en France. Donc tout ça, ça existe. Les bonnes pratiques sont en place en France. Et maintenant, il y a un deuxième enjeu qui est le rétablissement pour tous. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de laisser pour compte. Et là, je crois qu'on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que, effectivement, si on veut être bien soigné, bien accompagné, on peut l'être en France, mais on peut tout à fait ne pas l'être non plus. Tout simplement parce que le diagnostic se fait très tard, l'accès aux soins est catastrophique et traumatique. Et ensuite, l'accroche à la réhabilitation psychosociale se fait trop tard, c'est une perte de chance. Alors on a vu des beaux témoignages ce matin par les usagers du SAMSA. Je suis content que ça se passe comme ça pour vous. Je trouve que c'est bien. J'aimerais que ça se passe comme ça pour tout le monde en fait. C'est ça qui m'ennuie. Vous avez, ça s'est bien enchaîné. Mais pour d'autres personnes, c'est plus compliqué, simplement parce que l'offre de soins est illisible, l'accès aux soins est impossible parce que tout est saturé. Et ensuite, les pratiques ne sont pas respectueuses des personnes, simplement parce qu'on ne privilégie pas encore assez les approches ambulatoires et orientées rétablissement, c'est-à-dire horizontales, avec la consultation de la personne pour qu'elle définisse ses soins avec les professionnels. Non, on ne privilégie pas ça, on privilégie le fait de laisser des choses complètement floues, laisser les personnes s'enfoncer dans la maladie, arriver aux urgences, et aux urgences, elles sont contraintes. Quand elles sont contraintes, parce qu'elles ne veulent pas se soigner, elles sont volontiers isolées, elles sont traumatisées, et après leur vie est brisée. Donc l'enjeu, il n'est pas sur les structures d'aval, il est sur l'entrée dans le dispositif de soins. C'est là vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Là, moi, ma cible depuis quelques années, c'est les secteurs de psychiatrie générale. C'est à eux de se réformer. Qu'est-ce qui se passe en France, et ici, ailleurs, il y a trop de lits. Quand il y a des lits, les gens qui s'installent dedans, dans des endroits qui sont non stimulants, non adaptés pour les personnes, et qui ne sont pas du tout orientés à l'établissement. C'est ça qu'il faut corriger. Je ne sais pas s'il y a des psychiatres de secteur ici aujourd'hui, je ne pense pas forcément beaucoup. En tout cas, s'il y a quelques-uns qui sont là à m'entendre, je suis à leur disposition pour discuter plus avant. Je ne vous parle pas dans le vide, puisque j'ai pris la responsabilité d'un secteur de psychiatrie générale il y a un peu plus de 3 ans, je l'ai transformé, on a coupé les lits en deux, on a tout redéployé en ambulatoire, et maintenant tout est orienté à l'établissement. Et ça, c'est juste 250 000 habitants de Lyon qui en bénéficient. Moi, j'aimerais que toute la France se transforme de cette manière-là. Si vous voulez, en deuxième partie, on pourra en parler un petit peu. Ce n'est pas le sujet principal. Là, on parle de promouvoir de réhabilitation psychosociale en France. Je vais quand même le faire, parce que le docteur Chéreau m'a demandé de le faire, mais c'est déjà bien établi, tout fonctionne bien. C'est un petit peu trop facile. Ça ne m'intéresse pas, les choses faciles. Quand on faisait ça il y a 20 ans, il n'y avait rien. C'était difficile. À l'époque, on faisait le constat, les personnes sont traitées par des médicaments, elles sont laissées un petit peu comme ça. Quand elles ne peuvent pas se concentrer, quand elles ne peuvent pas mémoriser, on ne peut rien faire. L'appropriation de la maladie par la psychoéducation, il n'y en avait pas. Ni remédiation cognitive, ni psychoéducation, ni évaluation. Il y avait juste, effectivement, venir voir le psychiatre qui donnait un médicament qui était un petit peu résigné face à l'ampleur de la maladie. Donc, il y avait des gens qui avaient la chance d'aller bien, c'est ce qu'on apprenait en cours à l'époque.
Par exemple, dans la schizophrénie, le pronostic, c'est favorable dans un quart des cas, où les gens vont vraiment bien se rétablir. C'était déjà comme ça dans les années 80-90, quand j'ai fait des études, 80, et j'ai fait un terme dans les années 90, c'était déjà comme ça. 50% qui vont moyennement bien, bon, tant bien que pas, ils ont une vie, puis 25% qui ont une forme sévère. Alors eux, on ne peut pas faire grand-chose. C'est résistant. Il faut se résigner à ce qu'ils aient une vie en institution. Je pense que c'est à ça qu'il ne faut pas se résigner. Quand on dit en institution, c'est carrément habiter dans l'institution et faire face à des symptômes qui sont extrêmement difficiles avec une souffrance majeure. Et 25% de quelques centaines de milliers de personnes, ça fait beaucoup de monde en France. Donc là, effectivement, les personnes qui allaient déjà bien à l'époque, on ne pas trop occupées et continuent à aller bien, c'est les 25% qui vont mieux. Les 50% du milieu, on a amélioré leur devenir. Je pense que la réhabilitation psychosociale, telle qu'elle est en France maintenant, elle aide beaucoup, c'est 50%, c'est énorme. Évidemment, c'est la majorité des personnes qui ont cette trouble psychique sévère, mais il reste les 25% qui ont des formes plus sévères, qui vont volontiers à l'hôpital et qui ont du mal à s'en sortir derrière. Et quand on cherche les facteurs de refus, j'ai fait une enquête hier avec les pharmaciens du Vinatier, on a sorti des données, on va les publier, c'est toujours les interruptions de traitement, le fait de ne pas avoir psychoéducation, le fait d'être inconscient des soins, etc. Et ces personnes-là, il faut quand même s'en occuper. Pour quand même s'en occuper, il faut les prendre plus tôt. Pour les prendre plus tôt, il faut s'organiser pour être disponible pour elles et les traiter bien, comme ça a été dit tout à l'heure. On a parlé de l'ADN, de l'ARS, vous savez ce que c'est maintenant, et c'est très bien, c'est des beaux outils qui viennent de Lausanne. Ça, c'est adapté même à des personnes qui ont des grosses difficultés. Mais le problème, c'est de pouvoir leur parler à ces personnes-là, de pouvoir les voir comme il faut. C'est-à-dire ce qui est fait pour celles qui vont un peu moins mal, il faut le faire pour celles qui vont aussi très mal. Donc l'enjeu, pour vous en France, maintenant, il est là. Je voulais vous dire sans introduction, parce qu'après, je vais vous dire ce qui va bien, enfin les définitions, on revient un petit peu sur tout ce qui a été raconté depuis ce matin. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il faut qu'on étende ce champ à toute la population qui a des troubles psychiques sévères et surtout les plus sévères. Donc, ne pas confondre, cette diapositive elle est là pour vous dire qu'il ne faut pas confondre deux choses. Le rétablissement, qui est l'affaire des personnes, c'est à elles de définir leur propre rétablissement. La diapositive d'après qui vous rappellera ce qui a été montré par le SAMSA ce matin, par ces usagers, me semble-t-il, avec les différentes dimensions du rétablissement. Je n'insisterai pas trop parce qu'ils m'ont très bien expliqué. Donc le rétablissement personnel, ça relève des personnes, c'est à elles de le définir et nous sommes là pour les aider. Et pour les aider, nous mettons à disposition des outils de soins de la réhabilitation psychosociale. Si on pose des choses comme ça, nous on crée en tant que professionnels des conditions favorables au rétablissement. Et puis les personnes vont se saisir de ces conditions et puis d'autres choses qu'on ne contrôle pas, nous en tant que professionnels, pour se rétablir. Si on présente des choses comme ça, je crois que c'est pertinent. On ne peut pas prescrire le rétablissement, ça je crois que vous en êtes tous conscients. Au départ, on avait un petit peu cette idée-là, dans une vision paternaliste, oui, vous avez les professionnels qui décident pour les personnes. Tant qu'on fera ça, ça ne marchera pas. Là, on a bien entendu qu'on était passé au-delà de cette vision, et c'est très bien, et je vous remercie. Et le truc, c'est de le faire tout maintenant pour tous. Donc le rétablissement, j'aime bien cette définition de Patricia Digan que je montre tout le temps, parce que mieux se connaître permet de mieux se rétablir finalement. Mieux se connaître, renforcer ses capacités, finalement, on est sur la dimension fonctionnelle, qui est la cible de la réhabilitation psychosociale. Donc Patricia Digan, elle lit vraiment, de manière très étroite, le rétablissement personnel, dont je parlais juste avant, avec le rétablissement fonctionnel, mais vous voyez, ça ressemble à la diapositive qui était montrée un petit peu plus tôt. L'idée, c'est de se décentrer du rétablissement clinique. Là, on est vraiment dans le paternalisme complet, c'est-à-dire si on baisse l'expression de la maladie, les gens vont mieux. Or, on sait que c'est faux. Il y a des gens qui ont encore une maladie très active qui se sentent bien, d'autres qui n'ont plus de symptômes, qui se sentent mal. Donc, cette disjonction entre le rétablissement personnel et le rétablissement clinique pousse à ouvrir un petit peu les champs et à aller vers celui de la réhabilitation psychosociale en visant le rétablissement fonctionnel. Donc, tout ce que vous avez vu ce matin, c'est ça, c'est apprendre à la personne à mieux se connaître, voir la dimension psychosociale plus avant, vraiment s'en saisir complètement pour que la personne puisse affronter son quotidien. C'est vraiment cette approche capacitaire qui définit la réhabilitation psychosociale. Et vous avez vu que ces outils, ils sont disponibles dans le sanitaire, au centre de réhabilitation psychosociale, que ce soit celui d'ici ou tous ceux de France, mais aussi dans le médico-social, avec les SAMSA. Et cette cohérence en termes de parcours entre les deux étapes, quand il y a les deux étapes, quand c'est nécessaire, sanitaire et médico-social, ça donne des chances aux personnes. Là, on voit vraiment qu'on parle le même langage
On reconnaît tous ce que font les autres et ça permet d'avancer mieux. Et ça permet aussi une équité d'accès aux soins dans toute la France. Donc ça, moi, je suis vraiment content que ça soit bien en place maintenant. Donc ça, c'est juste pour rappeler ces principes qui sont une évidence, je pense, pour vous tous, si vous êtes là, mais qui ne sont pas forcément complètement diffusés. Toute personne a un potentiel qui peut être développé à droit d'autodétermination. Là, vous êtes orienté rétablissement. Je crois que c'est complètement clair. On l'a bien entendu. Pour vous, c'est facile. Mais je crois que dans certaines structures qui s'occupent de santé mentale, c'est pas encore complètement diffusé. Donc il faut vous en faire les ambassadeurs. Il faut vraiment que tout le monde s'approprie ça. Les services dans un environnement aussi normal que possible, ça, je ne vois pas d'endroit en France où il y a des services qui sont à l'hôpital psychiatrique où les gens n'ont pas envie de retourner, y compris des structures de proximité ou support référentes de réhabilitation psychosociale. Donc ça, on a besoin de se battre pour faire des choses qui sont accessibles et respectueuses des personnes, et plutôt en ville. Les besoins et les services individualisés, c'est pas forcément évident. Il y a plusieurs courants. Moi, je suis pour l'approche plutôt dimensionnelle, s'occuper des personnes par rapport à leurs besoins propres, sans être dans la case schizophrénie, la case bipolaire, la case autiste, etc. Mais vous avez un autre courant qui dit qu'il faut plutôt faire des programmes pour telle ou telle pathologie. Moi, je ne trouve pas ça pertinent. Après, ça se discute pour plein de raisons. On pourra engager le débat si vous souhaitez. Les intervenants ont besoin de services individualisés. Je pense qu'on a bien vu ce matin ce que ça représentait, je vais pas insister. L'intervenant formé et engagé, ça, je crois que c'est très important. C'est important du point de vue de la discipline parce que c'est favorable à notre attractivité, mais c'est important aussi du point de vue de l'efficacité de tout ce qu'on met en œuvre. Donc c'est important aussi pour la population accompagnée. Mais ça ne s'improvise pas d'être formé et engagé. Formé, il faut avoir envie de se former et être engagé, c'est parce qu'on croit à certaines valeurs. Donc la chose la plus importante pour arriver à avoir suffisamment de professionnels formés et engagés dans toute la France, c'est d'en parler et de rassembler ceux qui veulent bien fonctionner comme ça, donc ils peuvent le faire. Parce que ça ne s'improvise pas. Et c'est pas comme quelque chose qu'on ferait de manière plutôt froide et rationnelle ou purement professionnelle. Il faut aller un petit peu au-delà. Je crois qu'il y a un peu une cause qu'on porte tous dans le domaine de la réhabilitation psychosociale. Si on fait juste son travail et puis après on claque la porte le soir, on ne peut pas faire tout ce qui est nécessaire pour les personnes qu'on accompagne. Les barrières de la professionnalisation, l'autoritarisme, la relation mentale, ça on l'a bien compris. Les interventions précoces, ça c'est un problème, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est le problème de l'accès aux soins. Les initiatives qui sont par l'œuvre, vous l'avez compris ici, pour que les personnes qui sont un état mental à risque puissent accéder aux soins précocement. Ça, c'est vrai que ça fonctionne et que certains peuvent y aller, peuvent en bénéficier. Mais quand même, en moyenne, je ne suis pas certain qu'on ait corrigé ce qu'on avait constaté sur Réabase il y a quelques années. C'était en 2018, une extraction d'août 2018, où on voyait que très peu de personnes accédaient dans les premières années de la maladie à la réhabilitation psychosociale. C'était quelques pourcents sur 1400 patients à l'époque. Et quand on a vérifié quelques années plus tard, c'était toujours le même constat. Donc je crois quand même qu'il y a effectivement certains qui ont la chance d'accéder à des filières spécifiques qui sont en train de se monter, et qu'il faut développer, qu'il faut renforcer, qu'il faut rendre certainement plus visible. Mais pour beaucoup, ça reste quelque chose qu'il ne faut pas parler, qui est un petit peu tabou, avec une évolution qui s'inscrit dans la durée. Et puis finalement, cet accès aux soins trop tard, la maladie est déjà bien installée, non pas avant, on peut le faire comme ça maintenant. Si on veut bien parler de santé mentale très largement, y compris de troubles psychiques sévères. Ces gens-là, la maladie s'est installée, finalement ça a duré des mois, parfois des années, et puis ils arrivent dans un état un peu catastrophique. Donc ça c'est ennuyeux, une intervention précoce, on a un gros objectif, et on ne peut pas le faire en ciblant seulement les pathologies les plus sévères. On est forcé de mettre toute la population dans un peu une évaluation de la santé mentale ou des actions préventives. Ça c'est compliqué, parce que ça demande vraiment de réorganiser l'offre de soins en France. Donc j'ai quelque chose à vous proposer, on en parlera tout à l'heure, mais tu le sais déjà, avec les centres d'accueil d'évaluation et d'orientation. Mais ça veut dire vraiment mettre des moyens sur ça, c'est-à-dire screener la population et repérer parmi tous les autres les états mentaux à risque. Pour moi, la meilleure manière de le faire, c'est ça. Là, vous avez aussi des entretiens de prévention qui vont être mis en place avec une dimension santé mentale qui est un petit peu faite pour ça aussi. Je ne sais pas ce que ça va donner. Pour l'instant, c'est le Haut Conseil de la Santé publique qui a rendu son avis au ministre de la Santé. On va voir ce qu'il va décider. Mais normalement, ce qui était visé, c'était un entretien de prévention
à 20-25 ans, 40-45 ans, 60-65 ans, et dans les dimensions évaluées, il y a des dimensions de santé mentale. Il y a des échelles qui sont celles que vous avez montrées tout à l'heure, enfin quelques-unes dans l'échelle de bien-être mental. L'idée, c'est de repérer ce qui est le plus facile à repérer. Évidemment, on ne va pas faire passer une carte à tout le monde, c'est pas possible. Mais si on repère des signes de typicité, il faudrait que les gens puissent être orientés assez facilement. Ça veut dire qu'il faut que les enquêteurs et les généralistes qui vont être impliqués dans cette action, ils soient formés à la santé mentale et qu'ils sachent un petit peu quels sont les points d'appel des troubles psychiques les plus sévères, pour orienter les bonnes personnes. Sinon, tout le système est engorgé immédiatement. Voilà, désolé pour cette petite promenade dans la prévention, mais je pense que si on veut vraiment avancer, étant donné là où on en est, on est forcé de ratisser extrêmement large et de considérer tout le monde. Mettre à profit toutes les ressources de l'environnement, c'est ce qu'on voit là, c'est-à-dire que les dispositifs de santé mentale ne se suffisent pas eux-mêmes pour accompagner les personnes, et puis surtout, il faut qu'elles puissent s'en sortir aussi vite que possible. On n'est pas là dans le secteur de psychiatrie générale, ou les SAMSA, ou les centres spécifiques, les centres de recours de réhabilitation psychosociale. On n'est pas là pour être tout le temps présent dans la vie des personnes. On est là pour leur donner un coup de pouce à un moment donné. Et après, il faut qu'elles puissent se passer d'où. C'est mieux pour elles, puis c'est mieux pour le dispositif, pour pas qu'ils soient engorgés. Mais c'est pas la tradition en psychiatrie. Si vous considérez les CMP, vous avez des entrées, vous n'avez jamais de sortie. Mais aussi parce que les gens qui sont suivis dans les CMP, ils ne veulent pas sortir. Ils ont pris leurs habitudes, c'est devenu une sorte de dispensaire. En réalité, on n'apporte pas ce qu'on devrait apporter. Quand on s'occupe d'un CMP, c'est le cas, moi je m'occupe en propre de mon CMP pour les 250 000 habitants, c'est vraiment parler aux personnes pour qu'elles accèdent quand c'est nécessaire aux soins de réhabilitation psychosociale, tout ce qu'on a dit depuis ce matin, et aussi quand c'est plus nécessaire, quand elles n'ont plus besoin de nous, qu'elles aillent vers le généraliste pour renouveler des traitements médicamenteux et puis qu'elles se débrouillent pour tout ce qui est social, médico-social si c'est nécessaire, mais en général c'est pas nécessaire, et associatif. Donc des entrées, des sorties et des soins appropriés. Et il faut faire un gros ménage, et ça c'est tous les CMP de France à peu près. Après, donc évidemment, on suit les personnes aussi longtemps que nécessaire, mais si ce n'est pas nécessaire, évidemment, on ne les suit plus. Les services sont adaptés, le travail est mis en avant, et puis évidemment, on est sur le renforcement positif, valoriser les compétences, accent sur les forces plutôt que sur les limitations. Ça, je crois que c'était déjà très clair ce matin. Donc, qui est concerné par la réhabilitation psychosociale, c'est ceux qui en ont besoin, si on veut être plus clair, parce que ça veut dire en pratique plutôt les personnes qui ont des troubles psychiques les plus sévères. Si on a un trouble psychique pas sévère, on n'a pas besoin de réhabilitation psychosociale, on va se débrouiller soi-même. Éventuellement, c'est l'auto-soin. Un petit peu plus sévère, c'est l'entraide. Un petit peu plus sévère, c'est des soins psychologiques. Un petit peu plus sévère, ça va être des soins psychiatriques. Pour arriver à la réhabilitation psychosociale, on est déjà monté dans la gradation de manière importante. Ceux qui sont en dessous, ils se passent de réhabilitation psychosociale. La réhabilitation, c'est quand on ne peut pas faire sans ça. Donc c'est les troubles psychiques quand même sévères, en général, et certains troubles du spectre de l'autisme, pour simplifier. Et comment on fait? On essaie de favoriser le rétablissement personnel en renforçant le pouvoir de décision et d'action avec des outils de soins spécifiques qui ont été un petit peu évoqués, qui viennent en complément de l'évaluation. Si l'évaluation montre que ceci ou cela est nécessaire pour réussir sa vie, eh bien, il faut mettre en œuvre les soins qui vont permettre que ce projet fonctionne. Donc, par exemple, je ne sais pas, je voudrais travailler dans une librairie, je suis passionné par les livres et la littérature, mais j'ai des troubles visuospatiaux, je ne peux pas repérer les choses facilement quand il y a un grand nombre d'items. Par exemple, il y a plein de personnes. Si je veux retrouver Isabelle Féraud mélanger tout le monde, je sais qu'elle est là, c'est facile pour moi, parce que j'ai un balayage qui est efficace. Mais si je suis un peu désorganisé en termes visuospatial, je ne vais pas pouvoir y arriver. Je ne vais pas pouvoir travailler dans une librairie. Vous voyez, l'objectif de ma vie, c'est de travailler dans la librairie. La difficulté, c'est les troubles visuospatiaux. On le constate sur l'évaluation neuropsychologique. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour permettre à cette personne qui a ces difficultés-là de réussir ce projet-là, et bien de la remédiation cognitive, ciblant les difficultés visuospatiales, ou plutôt les performances visuospatiales. J'ai un trouble bipolaire, j'ai tendance à penser que c'est pas très grave une fois que mes accès maniaques ont passé. Je continue quand même mon traitement, et puis finalement, j'interromps toujours parce que je me sens mieux et je vois pas l'intérêt. Et finalement, avec ça, j'ai fait 3 ou 4 accès, j'ai perdu mon conjoint, il est parti, mon travail, mon employeur n'a pas voulu me garder parce qu'il y a des difficultés relationnelles, mes amis, ils en ont assez que je les appelle tous les jours à 4 heures du matin.
Donc, qu'est-ce qui pourrait être utile dans un cas comme ça? Évidemment, de la psychoéducation, etc., etc., pour la communication, notamment les compétences sociales, pour le bien-être des approches psychocorporelles, et puis pour réussir à donner un sens finalement à sa vie quotidienne pour ceux qui en ont besoin, qui le visent et qui le peuvent, l'accompagnement vers l'emploi. Donc, tous ces outils-là, ils doivent être utiles parce qu'ils prennent sens par rapport aux objectifs des personnes. Donc on a déjà bien vu tout à l'heure que ce qui était nécessaire, c'était de se baser sur une évaluation. Cette évaluation, il fallait la mettre en perspective avec les projets de vie de la personne et déployer les outils de soins en conséquence. On a déjà un petit peu listé les outils de soins, les outils d'évaluation ont été bien montrés ce matin. Et ça a été bien expliqué, qui sont utiles pour les personnes avant tout, parce que ces outils permettent aux personnes de se connaître, de connaître leurs limitations, de connaître leurs forces. Donc, si on connaît ses forces, on peut s'appuyer dessus. Si on connaît ses limitations, on peut éviter de buter contre un obstacle qui va être difficile à surmonter. On peut trouver une technique, des petites marques qui va permettre de le surmonter en développant des stratégies pour faire avec. Donc l'évaluation est vraiment faite pour ça, si elle est adaptée à la personne, et surtout si les résultats sont transmis de manière appropriée, c'est-à-dire de telle sorte que la personne puisse s'en saisir. Ça veut dire oralement, bien sûr, mais aussi par écrit, avec une trace qui fait sens, qui est simple, qui est didactique, qui est appropriée. Si vous demandez à quelqu'un qui a un trouble de l'attention de retenir ce que vous lui dites dans une restitution oralement comme ça, à toute vitesse avec pas d'information, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Hein. S'adapter à la personne, ça veut dire pouvoir répéter autant qu'il faut, puis laisser une trace écrite en lui permettant de s'en saisir. Mais là, je crois que c'est de mieux en mieux fait. Donc je ne suis pas très inquiet pour ça. Et puis ensuite, on met en perspective ces résultats-là, ce que la personne peut faire, et on essaye de voir quels outils de soins seraient éventuellement utiles. Le mieux, c'est que ce soit la personne qui les sollicite et qui s'en saisisse, évidemment. Pas que ce soit quelque chose qui soit préconisé par les professionnels. Donc on va le suggérer dans un panel de possibilités, mais on ne va pas le prescrire comme ça, comme une ordonnance. Parce que sinon, les gens, ils sont passifs. C'est le contraire de ce qu'on veut faire. Donc vous voyez qu'on remet les usagers au centre de la prise en charge pour favoriser leur rétablissement. Donc ça, c'est simplement une mise en forme, un article, c'est pour ça que c'est en anglais, désolé, une mise en forme de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Donc, première étape, l'évaluation, ça veut dire ça, en bleu. Deuxième étape, la restitution, en saumon. Et troisième étape, la réhabilitation psychosociale, en rouge. Donc vous voyez, l'évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est de montrer aux gens ce dont ils sont capables ou pas capables dans le domaine cognitif, c'est l'évaluation neuropsychologique. C'est voir quand même comment les symptômes impactent leur vie, c'est l'évaluation clinique, ça c'est écrit Medical Interview. C'est pas parce qu'on se décentre de la réduction des symptômes, de la réduction de l'expression de la maladie, qu'on laisse ça de côté. On sait bien que ça fait souffrir les personnes. On dit juste que ça ne suffit pas. C'est nécessaire, mais pas suffisant, par rapport à une approche médicale plus traditionnelle. Donc ça, c'est intégré dans une évaluation plus globale. Donc évaluation cognitive, évaluation clinique, évaluation psychosociale, évaluation de l'autonomie. Ça, c'est souvent fait par des infothérapeutes ou des infirmiers. L'évaluation neuropsychologique, évidemment, par des neuropsychologues. C'est pour ça qu'on a créé plein de postes en France. Il y a des neuropsychologues maintenant dans toutes les équipes. Ce n'était pas le cas. Dans les années 2000, en 2000-2005, il y en avait zéro. Il n'y avait pas de neuropsychologue. D'ailleurs, je me souviens très bien d'une discussion quand une collègue neuropsychologue est arrivée d'Italie, à Lyon, c'était en 1998, elle m'a dit: mais comment ça se fait que vous n'avez pas de neuropsychologue dans ce pays? Enfin, en psychiatrie en tout cas. Il y en avait un petit peu du côté des lésions cérébrales, des réadaptations fonctionnelles, mais en psychiatrie, il n'y en avait pas du tout. Et c'est vrai que c'était évident, on ne pouvait pas s'en passer. Quand j'ai fait mon DEA, c'est ce que correspond à un master de recherche maintenant, en 1996-97, c'est moi qui faisais passer les bilans neuropsychologiques. Il n'y avait personne pour le faire. C'est comme ça que je sais ce que c'est. D'ailleurs, c'est utile. L'évaluation psychosociale, vous l'avez très bien vu, avec le bien-être mental, l'insight, la vision de traitement, etc. Et puis après, donc, la restitution, c'est vraiment un temps important qui se prépare, qui peut prendre plusieurs séances, avec normalement toutes les personnes qui ont contribué à l'évaluation autour de la personne qui a bénéficié de l'évaluation. Donc en temps de confronter un petit peu les différents niveaux, c'est quand même assez pivot dans la trajectoire de réhabilitation psychosociale, donc ça vaut le coup de s'y attarder. On se pose autour d'une table, souvent ça dure 1 heure. S'il faut faire une deuxième séance, on fait une deuxième séance.
Donc l'idée, au départ, c'était que ça soit plutôt possible dans la trajectoire de personnes qui ont plutôt des troubles sévères, donc c'était dans le domaine sanitaire. C'est pour ça qu'on a mis en place des centres de réhabilitation psychosociale dans les hôpitaux, rattachés aux hôpitaux, mais à l'extérieur des hôpitaux, hein, vous avez bien compris. Donc on s'est dit, voilà, il faut que tout le monde en bénéficie, c'était simplement pas possible. Au début, on a créé, c'était d'abord Rhône-Alpes, ensuite Auvergne-Rhône-Alpes, ensuite Nouvelle-Aquitaine, ensuite un petit peu toute la France avec le décret du 7 janvier 2019. On a créé au début 3 centres référents, ensuite 4 centres référents, ensuite des centres de proximité, ici, Nouvelle-Aquitaine, et toute la France. Maintenant, je vous l'ai dit, il y a 95 structures. Ces 95 structures, elles ont une file active, chacune de quelques centaines de personnes. Donc vous voyez bien que par rapport aux millions de personnes qui potentiellement doivent bénéficier de ça, si on prend schizophrénie, trouble bipolaire, trouble du spectre de l'autisme, borderline suffisamment sévère, ça fait beaucoup de monde. Donc, laissé pour compte, il y en a énormément. Premier écueil, donc ça, la réponse, c'est la réforme du secteur de psychiatrie générale. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure parce que ça me tient à cœur, vous l'avez bien compris. Voilà, donc je veux quand même vous dire quelque chose qui me tient à cœur, hein, je ne vais pas vous dire des banalités. Ça, c'est un peu présenté pareil, il me semble, il y a 2 ans à Clermont, mais c'était en visio à l'époque. Je suis plutôt content d'être avec vous, c'est toujours mieux pour discuter. Donc, premier écueil, c'était effectivement l'accès large. Le deuxième écueil, c'était la rupture dans les parcours entre le sanitaire et puis la suite. La suite, c'est souvent le médico-social. Et ça, la réponse, on l'a trouvé avec cet appel à candidature pour créer des SAMSA orientés établissement avec l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, il y a maintenant, je pense, 4-5 ans, je ne sais plus exactement, parce qu'au moment où on a considéré le projet avec l'ARS, au moment où on a fait la candidature par département, on a quand même considéré tous les candidats sur tous les départements. On a passé beaucoup de temps, on a eu des beaux projets, la preuve. Tout de suite, on était convaincus. Et puis après, la mise en place, donc ça s'est étalé sur quelques années quand même. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose qui est cohérent en termes de parcours. Parce que quand on parle un langage différent, quand on a cette espèce de clivage entre le sanitaire et le médico-social, où on a l'impression que ce n'est pas les mêmes personnes quand elles sont d'un côté ou de l'autre, ça ne peut pas marcher. C'est important qu'on travaille tous ensemble. En fait, on est là pour ceux qu'on accompagne, on n'est pas là pour se faire plaisir et puis garder captif une partie des personnes dans notre territoire d'intervention, ce n'est pas la question. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc ça permet d'avoir des soins de réhabilitation psychosociale, une réhabilitation qui est plus centrée sur l'inclusion dans l'environnement, avec tout ce qui est du côté du SAMSA. Du côté professionnel, quand même, l'emploi accompagné, voilà, c'est marqué job coaching parce que c'est international, en France c'est l'emploi accompagné. Ça c'est bien développé aussi. Donc tout ça, on a développé une belle offre de soins qui dit ce qu'il faut faire. Après, c'est le nombre de personnes qui y accèdent, le problème maintenant. Ce qu'il faut faire, on le sait, c'est disponible en France partout. Enfin, je crois que la carte de France des centres de réhabilitation psychosociale doit être juste après. On voit bien que tout le territoire est couvert. Métropole et Outre-mer maintenant. Donc ça, c'est bien. Du côté de l'aide aux aidants, enfin du soutien des aidants, ça reste un petit peu plus compliqué, un petit peu plus à développer. Ça, c'est très important, à la fois pour les aidants eux-mêmes, et à la fois pour les personnes concernées, pour que les aidants sachent comment les accompagner. Ça, il y a encore, je pense, pas mal de choses à faire, souvent en partenariat avec une AFAM, parce que c'est plus payant comme ça. Eux, ils sont spécialistes de ça. Mais là, on a aussi un problème d'ubiquité d'accès à ce type d'accompagnement. C'est pour ça que je l'ai mis en évidence là, c'est très important. On doit agir sur les personnes, mais on doit agir aussi sur leur environnement. L'environnement, ça va être l'environnement professionnel, amical, social, tout ce qu'on peut faire avec les jeunes, les clubs, etc. Mais c'est aussi agir sur les aidants les plus proches, et c'est souvent les aidants familiaux qui sont très désemparés et en souffrance. Donc il ne faut vraiment pas les laisser de côté. Donc les cibles thérapeutiques, j'en ai déjà parlé, ça va être les troubles cognitifs pour la remédiation cognitive, ça va être l'appropriation de la maladie, l'appropriation des traitements, l'appropriation de la notion de rétablissement, l'appropriation des notions de santé mentale, même pour la psychoéducation. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est souvent trop ciblé sur une maladie, et en fait, on met les gens dans une filière. Alors qu'en réalité, on va mieux parler de santé mentale, de modèles de vulnérabilité extrême, et tout ce qui est très transversal, c'est plus payant. On peut mettre les gens ensemble. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de créer des filières, schizophrénie, autisme, etc. C'est pareil, comme si les gens, c'était pas des humains et qu'ils ne pouvaient pas se comprendre. C'est pas une bonne manière de faire comme ça. Donc la remédiation cognitive, elle est intéressante si on fait des liens systématiques avec les
fonctionnement quotidien. C'était l'illustration de la personne qui veut travailler en librairie. C'est pas un bilan avec des chiffres et puis on corrige des chiffres. Ça n'a pas de sens. Il faut que ça soit parlant pour la personne. Donc on s'adapte toujours au profil de chacun, on évalue les besoins et on est sur finalement la création de stratégies qui permettent aux personnes de faire avec leur environnement et qui sont leurs propres stratégies. C'est ça qu'on fait dans ces séances de remédiation cognitive. La remédiation cognitive, et c'est important d'en parler un petit peu parce que effectivement tout le monde est acquis au principe, je crois que ça ne fait pas de discussion. Mais en réalité, l'accès aux soins et l'offre de soins reste encore assez médiocre. On avait fait le point l'année dernière pour le congrès de la FRC à Nancy. J'ai regardé sur Réabase, c'est vrai que les gens arrivent à l'évaluation presque tous, partout en France. On l'a bien vu, que ce soit dans le sanitaire, dans les SAMSA ou autres, ça, il n'y a pas de souci. L'éducation, c'est quelque chose maintenant qui est bien dans les esprits. Depuis 2005, on a quand même l'éducation thérapeutique de l'installer et de la généraliser. Mais la remédiation cognitive, ça reste un petit peu mystérieux, un petit peu technique. Et de fait, l'offre est insuffisante, et surtout les soignants et autres professionnels de santé mentale ne savent pas trop comment s'en saisir, ne savent pas trop comment orienter les personnes qui en ont besoin. Je crois qu'il y a vraiment un effort à faire là-dessus, parce qu'en réalité, c'est très nécessaire à beaucoup de monde. Quand on ne veut pas se concentrer, quand on ne peut pas mémoriser, quand on ne peut pas repérer, quand on ne peut pas se repérer, quand on ne peut pas comprendre les émotions et les intentions d'autrui, on a du mal à se débrouiller dans la vie. C'est extrêmement important de mettre ça en évidence avec l'évaluation, mais c'est aussi extrêmement important de corriger ça correctement. Pour que ça marche, c'est comme tout. En fait, il faut que les personnes concernées le comprennent et se saisissent, demandent des soins et puissent s'en saisir. Ça passe, la révolution, par les personnes concernées. Nous, on peut créer des offres de soins. J'ai fait plein de fois dans les structures spécialisées, dans les structures de secteur. Il y a l'offre de soins qui est créée, qui est super bien, qui répond aux besoins de soins en face, mais en fait, personne n'accède. Les gens ne demandent pas, ils sont dans leur routine. Ça, c'est les patients, pour nous, à l'hôpital, ou au médico-social, les personnes accompagnées, et puis c'est les professionnels qui sont dans leur routine, ils font la même chose. Par exemple, le CMP, les psychiatres, ils ont une demi-heure, ils voient 14 patients minimum par jour, parfois 30. Ils renouvellent des ordonnances, ils demandent si tout va bien, il n'y a pas de difficulté majeure, la personne en face ne demande rien, et ça continue comme ça des années. Alors qu'en réalité, il y a plein de choses à faire avec ces personnes. Donc, la première des choses à faire pour les aider, c'est de rompre la routine et de les rencontrer de nouveau. Et qu'on est dans la répétition, en fait, on est inutile. Nous, comme psychiatre, et la personne en face, on ne peut pas l'aider, elle perd son temps, en fait. Elle perd sa vie. Donc, le truc, c'est de briser ces routines-là pour que les gens accèdent à ce dont ils ont besoin. Et pour briser ces routines-là, le meilleur levier, c'est que les personnes concernées comprennent tout ça et revendiquent quelque chose. Nous, créer des offres de soins, on sait le faire, même très très bien, super formidable, mais s'il n'y a que nous qui sommes convaincus que c'est utile, en fait, ça ne sert à rien. Ça, je l'ai fait plein de fois, je l'ai vu plein de fois, et pour combattre ça, on travaille sur l'information, sur renforcer la connaissance des personnes concernées par les troubles. Évidemment les professionnels, mais quand on fait que les professionnels, ça ne suffit pas du tout. Donc là, on est sur la culture santé mentale, au sens large, en France, et là, de manière très précise, la culture santé mentale des personnes qui sont concernées par les troubles. Donc, en fait, on a un gros travail pédagogique à faire. Donc, c'est bien parce que les centres de réhabilitation qui fonctionnent bien, comme ici, les SAMSA, peuvent nous aider à faire ça. Il faut communiquer à tout le monde, expliquer, et que les gens, ça soit banalisé pour que les gens le demandent. Si on fait ça, ça va mieux marcher. Puis vous avez bien compris, c'est du sur-mesure, il faut plein de soins adaptés à plein de situations. Ce n'est pas le programme standard en psychiatrie, parce que ça ne marche pas. Donc, comme dans tout le reste de la réhabilitation psychosociale, en remédiation cognitive, on fonctionne avec le renforcement positif, on ne met pas les gens en échec, c'est pas un exercice scolaire, le but c'est pas ça. Le but c'est de permettre aux personnes de découvrir une manière de faire avec leur environnement quotidien. C'est pas du tout de monter les performances avec des notes, c'est pas ça. Donc c'est l'apprentissage sans erreur, ça veut dire qu'on y va tout doucement et on met des exercices face à la personne de plus en plus difficile pour lui permettre de réussir et de trouver des solutions dans une gradation de difficultés. On leur permet de comprendre ce qu'elles font, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement métacognitif, on répète autant qu'il faut pour qu'elles puissent vraiment être convaincues qu'elles réussissent, être sûres de réussir et puis continuer à réussir.
pour faire ça, pour que ça marche bien, on verbalise, on leur permet de dire ce qu'elles font, ça va avec l'accompagnement métacognitif. Pour qu'un exercice soit efficace, il faut une information qui soit ciblée sur ce qui est nécessaire de résoudre, pas de désordre, ni temporel, ni spatial. Donc on simplifie les tâches pour que ce soit possible pour la personne. C'est juste pour vous illustrer un petit peu ça, on va dire qu'on a des principes, et que c'est plutôt des méthodes qui sont plaisantes aussi pour les thérapeutes. Donc je vous encourage à vous engager là-dedans si vous le pouvez, si dans votre structure il y a des personnes qui sont compétentes dans ce domaine, au moins qu'un membre puisse s'y atteler. Ah, ça, c'est l'étude dont je parlais tout à l'heure, celle de l'extraction d'août 2018, qu'on a publiée en avril 2019, dans sa service, d'après Réabaz, le docteur Chéreau l'a dit tout à l'heure. Effectivement, quand on fait des évaluations comme ça, dans les structures sans référent, parfois sur des possibilités, et puis maintenant SAMSA, ça sert d'abord aux personnes, c'est pour ça qu'on les a mises en place. Je vous rappelle quand même la chronologie, les centres référents, on a commencé à les concevoir en 2009-2010. Ils ont été labellisés par l'ARS en 2013, par Rhône-Alpes, parce que les régions n'avaient pas encore fusionné à l'époque, c'était juste après. Et à base, on a commencé le 3 janvier 2016. Donc on a mis en place des évaluations au bénéfice des personnes. Après, on s'est dit que c'est quand même des structures qui sont toutes un peu dans un esprit universitaire, de recherche, de création. Pourquoi on les récolterait pas, on les mettrait pas ensemble dans une base qu'on exploiterait pour montrer ce qu'on fait? C'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Je me rappelle 2009-2010, 2016. Voilà. Donc on n'imagine pas qu'on a voulu mettre tout dans un cadre de recherche. C'est pas dans ce sens-là. D'abord, on met en place des soins qui sont efficaces, et ensuite, on se dit, on regarde les données. Et effectivement, on fait des travaux qui sont intéressants pour décrire la population et décrire l'impact des soins. Ça fait une personne, c'est juste un peu de contrainte pour les professionnels qui doivent rentrer les données dans la base. Mais bon, ça reste limité aux professionnels chez nous. Si vous regardez les clubhouse, c'est chaque membre qui rentre ses propres données. J'ai vu des membres qui avaient un petit peu du mal, parce qu'elle a du mal à se concentrer, qui disaient, oh là là, c'est dur pour moi. Parce que maintenant, ce système-là, c'est un petit peu partout. Je crois qu'il y a un projet de clubhouse à Clermont, si je me souviens bien. Je ne sais pas où ça en est. Je ne vais pas vérifier. Encore en construction. Donc, qu'est-ce qu'il disait, les gens à l'époque? Ça, c'est sur les données des 1400 premiers bénéficiaires des centres référents de réhabilitation psychosociale, c'est surtout ouvert au NAP, il y a Clermont dedans, et puis Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est la première étude qui a été publiée. Donc là, c'était regarder, se demander les usagers de ces centres-là. Ils demandaient quoi? En premier, travailler ou se former. En deuxième, pouvoir faire avec leur quotidien, avoir un fonctionnement cognitif qui va bien. Pouvoir gérer leurs symptômes et pouvoir avoir de meilleures relations interpersonnelles. Ça, c'était les 4 demandes principales qui concernaient plus de la moitié de la population. Qu'est-ce que ça nous dit? Il faut qu'on favorise l'accompagnement vers l'emploi, mais les centres de réhabilitation, ils le faisaient déjà, donc ça tombe bien. C'est du légitimé ce qu'on avait fait. Il faut qu'on ait de la remédiation cognitive. Ça, il y en a toujours eu un petit peu partout. Ça a été construit comme ça, mais je vous ai dit, l'offre, elle est sous-utilisée. Elle est insuffisante, et puis les indications, elles ne sont pas bonnes, simplement parce que les gens, quels qu'ils soient, que ce soit du côté professionnel ou personnes concernées, ne savent pas s'en saisir, ne voient pas forcément l'intérêt. Donc, à développer la remédiation cognitive, pour la gestion des symptômes, c'est de la psychoéducation, et puis l'entraînement des compétences sociales pour les relations interpersonnelles. Donc, en fait, cette étude qui était faite à ce moment-là, un peu a posteriori, est venue légitimer l'offre de soins qu'on avait déjà développée. Tant mieux, mais elle aurait pu nous donner des indications pour une transformation. C'était le cas pour l'accès aux soins. Parce que dans la même étude, on a vu qu'il y avait très peu de jeunes patients qui accédaient à tout ça. La durée moyenne de maladie, je ne sais pas si j'ai mis la diapo. On n'y est pas. La durée moyenne de maladie pour les personnes qui étaient dans la base, c'était 10 ans. Le nombre d'hospitalisations, c'était considérable, c'était 5 mois en moyenne. Pourquoi les gens passent 5 mois à l'hôpital à quoi ça sert? Donc ça, c'est un peu une question qu'il faut se poser, si vous voulez. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si on a des lits, on les remplit, pas pour des motifs médicaux. Et après, les gens, ils s'institutionnalisent, comme on dit. C'est une perte de chance. Et puis, ils avaient pour 25% pratiquement, je ne sais pas si c'est 23 ou 25, au moins 4 médicaments. Pourquoi les gens, ils ont 4 médicaments? Un quart de ces personnes ont 4 médicaments. Autre manière de voir les demandes de la population, ça c'est dans le cadre de la préparation du PTSM 69, c'est une restitution qui a été faite à l'hôtel de ville de Lyon en février 2020, juste avant le confinement, des résultats des groupes de travail qui impliquaient surtout des personnes concernées, c'était que des personnes concernées d'ailleurs, qui avaient fait plusieurs groupes de travail qui avaient fait environ 70 demandes.
Et eux, qu'est-ce qu'ils demandaient? Vous pourrez me donner votre avis, ils demandaient surtout le rétablissement, l'accès à des soins orientés rétablissement et à des soins de réhabilitation psychosociale. Donc, accès à l'emploi, psychoéducation, stigmatisation, avec des acteurs formés, travailler avec des pères aidants, des soins et des visites précoces, un meilleur partenariat avec la médecine générale. Ça, c'est intéressant parce que quand on organise par exemple un secteur de psychiatrie générale, c'est ce qu'on essaie de faire. Parce qu'on a écouté effectivement ce qu'ont dit les personnes et on sait très bien que si on ne s'articule pas avec les généralistes, on ne va pas faire du bon travail. C'est impossible soi-même de traiter correctement la dimension psychique sans travailler avec les généralistes. Sinon, on est simplement submergé. Donc on arrive à ce qu'on peut faire pour que ça change un petit peu plus. Si on veut que ça change un petit peu plus, pas seulement qu'il y ait des structures de recours qui sont bien créées. Peut-être que j'ai mis la carte après, on va la voir. En tout cas, il y a 95 structures, centre de proximité de rééducation psychosociale, centre référent ou support, parce qu'on a la nomenclature de la DPOS, le centre support de rééducation psychosociale, on n'en manque pas de souci. Mais en fait, pour que ça fonctionne, ces structures de recours, en fait, il faut qu'elles donnent l'exemple, il faut qu'elles soient un levier de transformation de toutes les structures de santé mentale. Ça, c'est important. Pour ça, il faut qu'elles aient une légitimité. Je pense qu'elle est quand même assez bien assise maintenant. Et après, il faut que les autres veuillent vraiment acquérir quelque chose qui vient de ces structures-là. Et là, je pense qu'on en est là maintenant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle décloisonnement, en quelque sorte. C'est pas, il y a le secteur de psychiatrie générale d'un côté qui fait ses affaires. Et quand il le veut bien, il envoie quelqu'un dans les structures de réhabilitation psychosociale. Donc, c'est pas ça. C'est plutôt tout le monde travaille ensemble selon les mêmes principes. Décloisonnement. Valeurs communes. Ça revient au même. Tout ça pour valoriser les compétences des personnes qui ne sont pas vues comme des malades, mais qui sont vues comme des personnes qui ont un potentiel. C'est très important partout, même dans la crise psychiatrique du début, chez les crises psychiatriques, même violentes. C'est pas facile forcément de voir ça comme ça, mais c'est important d'aller toucher ces personnes-là de la même manière. Là, on a besoin des pères aidants, y compris très tôt dans les parcours de soins. Vous voulez changer la manière de soigner, la manière de voir les personnes en pleine crise, là, vous vous appuyez sur des pères aidants. Il faut évidemment que les secteurs, les services soient préparés pour les accueillir, sinon ça ne va pas marcher. On pourra en parler un petit peu plus. Pour ne pas traumatiser les gens, pour éviter quand même des institutionnalisations, il faut donner la priorité à l'ambulatoire. Ça veut dire réduire l'offre de soins hospitalières. Si vous voulez avoir plus d'ambulatoires, lorsque vous prenez les moyens, vous faites un redéploiement. Donc vous fermez vos lits, vous prenez les moyens qui correspondent au personnel et vous créez des équipes mobiles ou des structures ambulatoires, quelles qu'elles soient, pour favoriser l'accès aux soins. Par exemple, au centre Rico, dont je m'occupe, 150 litres secteur pour les responsabilités du 1er janvier 2020, 76 maintenant. On va en fermer encore 6 dans les 3 prochains mois. Il y a encore un petit peu plus derrière, et pour l'instant, sur tous les lits que j'ai fermés, j'ai gardé les moyens, j'ai redéployé, j'ai créé une structure pour l'accès aux soins, centre d'accueil d'évaluation et d'orientation, des équipes mobiles, 13 postes de pères aidants, etc., etc. Il y a 13 pères aidants, donc ça permet qu'ils travaillent ensemble, qui vraiment un effet levier sur tout le pôle. S'il y en avait qu'un, le pauvre, il serait noyé. Soit il serait en burn-out, soit il ne serait pas bien traité par les équipes parce qu'il serait trop tout seul. Là, ils sont nombreux, il y a un collectif, ils se réunissent, ils sont autonomes, et on les aide à avancer. Ils ont l'air heureux. Enfin, il faut leur demander, mais je crois que ça va. Voilà, tout le reste, on a déjà parlé. Donc, pour aussi transformer globalement les choses, il faut de la formation. Alors, la formation pour les centres référents ou les centres de proximité de réhabilitation psychosociale, c'est surtout des formations très spécifiques. C'est des DU, des choses comme ça. Mais globalement, ce qu'il faut, c'est que tous les professionnels de santé mentale en France aient acquis les principes de l'approche orientée rétablissement et de la réhabilitation psychosociale, outils d'évaluation et de soins. Là, il y a combien d'infirmiers? Zéro. Voilà, une quinzaine, c'est bien. Combien de psychiatres? Voilà. Même 5, voilà. C'est bien. Mais mettez ça en proportion par rapport aux psychiatres de Clermont-Ferrand. Mettez ça en proportion par rapport aux infirmiers de Clermont-Ferrand. En fait, la seule manière de toucher tout le monde, parce qu'à part les forces d'avenir, on ne va pas y arriver, je ne sais pas, c'est d'aller les voir pour leur parler. C'est la seule manière de le faire. Donc pour ça, il faut être nombreux, il faut avoir un petit peu de temps. Il faut leur envoyer des pères aidants. Il faut plus de pères aidants.
etc., etc. Puis après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne vont pas tous venir à des journées de formation comme ça, ce serait bien. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils viennent tous à des journées de formation comme ça, au fond. C'est ce que je pense. Comme c'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? On fait des learning, on fait des MOOC. Tout à l'heure, j'avais l'ingénieur pédagogique du Centre ressources de l'orientation psychosociale qui m'écrivait en disant qu'il faut aider pour développer le MOOC, etc. Parce que là, on a un e-learning qui date de 2017-2018, qui est pas mal, qui est validé par des QCM, qui est sur la plateforme pédagogique de l'Université Lyon 1. Bon, ça existe, hein, c'est des vidéos, il y a 3 programmes. Il y a le programme psychiatre, un médecin, il y a le programme autres professionnels de santé, donc il n'y a pas les médicaments parce qu'il y a moins de soins, à part pour les IPA, mais tout ça, ils font psychiatre. Et puis il y a le programme personnes concernées, où il y a des choses qui ne seront pas utiles, qui sont enlevées. Et après, chacun est libre de faire le programme qu'il veut, bien entendu, validation par des QCM. Mais c'est quelque chose qui est un petit peu trop scolaire, un petit peu trop statique. En fait, on avait à l'époque de 2017-2018, on enregistrait nos cours sur un fond vert, un peu ces politique derrière. Et puis on explique les choses dans des vidéos qui durent 5 à 20 minutes et quelques. Regardez-les, si vous ne les connaissez pas, voyez s'ils sont utilisables. Si vous pouvez les diffuser, c'est gratuit, les gens s'inscrivent et puis ils peuvent valider des blasons derrière. Donc ça, c'est au moins quelque chose qui est facile d'accès, parce que si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé dans un hôpital, parce que les hôpitaux c'est une cible importante, dans le médico-social ou ailleurs, vous pouvez dire qu'il y a ça. C'est sur le site du centre ressources de réhabilitation psychosociale, vous allez dans la rubrique se professionnaliser, se former, formation en ligne, voilà. Mais on veut quelque chose de plus rapide, plus moderne, que les gens regardent sur leur smartphone, dans le bus, dans le métro, dans ce qu'ils veulent, un peu plus interactif. Donc c'est pour ça qu'on est en train de faire un MOOC, pour que ce soit encore mieux. J'espère qu'il sera prêt cet été ou à l'automne ou plus tard. Il faudrait bien en présenter à la journée du réseau au moins les prémices. Voilà, ça, c'est le 22 mai, si je me souviens bien. Donc pour tous les professionnels, ça peut être utile. Mais pour qu'ils y accèdent, il faut qu'ils aient envie. Donc à vous de leur donner envie, et là vous êtes là, donnez-leur envie, transmettez le message. Ça se transmet en gratuit. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les case managers. Pour moi, les case managers, c'est tous les infirmiers d'une équipe mobile, tous les infirmiers d'un CMP. Évidemment, il faut qu'ils connaissent ça, mais plus avant, le plan de suivi individualisé, la construction du plan de rétablissement, les outils du rétablissement, le travail avec les pairs aidants, la coordination de parcours. Il faut des formations un petit peu plus poussées. Et puis après, ceux qui sont dans les centres de réhabilitation psychosociale, quels qu'ils soient, il faut des formations spécifiques avec des diplômes spécifiques. Vous voyez, c'est une gradation en termes de formation. Mais là, ce qui est important, c'est l'étage du haut pour tout le monde. Donc ça, c'est tous ensemble, on en parle largement. Donc ça, c'est l'e-learning de l'époque. Là, vous voyez, c'est des vidéos, on s'évite dans les diapos, et puis on met les télécommandes, on passe les diapos, et on raconte les choses. Là, vous avez une paire aidante, Camille Miard, que les pères aidants ici c'est la première à Lyon, et ça a permis vraiment d'avancer vraiment très bien dans ce domaine-là. Patrick Le Cardinal, qui est psychiatre, on va à gauche, Cécile Brelet, qui est psychiatre, et puis moi à l'époque. Voilà. Tout ça s'amuse un peu. Hein, ouais. Mais voilà. Je vais encore continuer quelques années quand même. Donc, on peut utiliser des choses qui sont sympathiques visuellement, c'est les outils du rétablissement. Vous avez entendu parler de PSI, je ne sais pas si ça a été cité comme ça tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le mot que vous avez employé, en tout cas, ça c'est la version concentrée gauche du plan de suivi individualisé, qui permet de mettre en lien le quotidien de la personne avec les outils de soins. En fait, quand j'ai montré, vous savez, l'iconographie avec les besoins de soins des personnes, les demandes de soins des personnes, ça vient de ça. Alors, à l'époque, c'était un tableau tout moche en noir et blanc avec de l'Arial. Vous pouvez demander à quelqu'un de faire un peu de graphisme. Si elle vous plaît, cette version, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez enlever le logo du vinatier. Vous pouvez garder le logo réhabilitation psychosociale qui n'est pas un logo de structure, mais un logo de réseau. Pour ceux qui se sentent appartenir à ce réseau, qui appartiennent de cette structure de réhabilitation, n'hésitez pas à l'utiliser, ça donne une cohérence globale. C'est limité au niveau de la France. Ça, c'est pas mon logo à moi, c'est le logo du réseau. Hein. Parce que je n'ai pas vu depuis tout à l'heure, il y a plein de gens qui l'utilisent, mais ici, je n'ai pas vu. Comme ça au passage, après, c'est sans obligation. Hein, mais si vous avez envie, moi je le trouve joli, prenez-le. Il est donné, vous allez sur le site du centre ressources, vous faites copier-coller, clic droit en haut et vous le prenez. Il n'y a pas de souci, c'est fait pour ça. Donc voilà, on demande aux gens s'ils sont satisfaits dans leur vie, de la gestion de l'argent, des déplacements, en fait ils cochent à ce qui leur correspond. Très satisfait en haut, vers le vert, pas du tout satisfait le rouge, orange en bas. Et après on mesure, normalement ça fait 10 cm et ça fait un score pour rendre à la base d'ailleurs. Et quand on a vu la satisfaction des gens dans leur domaine et leurs besoins de soins, enfin leurs souhaits pour leur vie, quand on a dit que c'était effectivement l'emploi, la gestion des fonctions cognitives, etc., ça vient de là. Donc ça, c'est un outil qu'on essaye de mettre partout.
Et ça, on met en lien avec ensuite l'évaluation cognitive, l'évaluation psychosociale, puis la construction finalement du projet de soins. Donc ça, c'est un des outils qu'on utilise. Donc si vous voulez le trouver, par exemple, c'est sur le site du Centre ressources de rééducation psychosociale. Structure de soins, c'est la carte, vous cliquez dessus. Vous allez dans Auvergne-Rhône-Alpes, et puis dans 69 pour le centre gauche, c'est en bas de la première page. Ça, c'est les outils qu'on donne, qui sont pour un territoire de santé, mais en fait, c'est pour qui veut l'utiliser si ça vous est utile, là, pour les deux. Outil intéressant, pareil, mise en forme par la même personne l'année dernière, la directive anticipée en psychiatrie. C'est permettre aux gens de décider pour eux quand ils sont en crise, mais par anticipation, quand ils sont en crise, c'est plus difficile de décider. Ça, c'est une mesure qui est quand même intéressante. Donc, toutes les mesures anticipatives en psychiatrie, quelles qu'elles soient, plan de crise conjoint, plan de prévention partagée, directive anticipée, c'est quelque chose qui est bénéfique aux personnes, ça prend plusieurs formes. Pour ça, le terme générique, c'est mesures anticipatives en psychiatrie. Il y a eu un congrès là-dessus au ministère de la Santé en fin d'année dernière, si je me souviens bien, qui a été introduit par le ministre de la Santé, où il y avait pas mal de monde, avec l'idée que ça prendrait une place officielle en France bientôt. Pas penser bientôt, en tout cas, vous pouvez aussi vous saisir de ça si vous pensez que c'est utile. C'est souvent porté par les pères aidants. C'est vraiment un outil des pères aidants. Et donc j'ai participé à un presse avec Marseille et Paris qui a montré que le fait de faire rédiger ça aux gens, avec cette de père aidant, ça réduisait d'un tiers les hospitalisations sous contrainte dans l'année qui suit. On a publié dans Java Psychiatrie quand même, c'est pour vous dire, c'était randomisé contrôlé. C'est quelque chose qui a vraiment le vent en poupe et qui est vraiment utile. Donc voilà ce qu'on demande aux gens, les signes avant-coureurs, ce qui aide, ce qui n'aide pas, les signaux de fin de crise, en cas de crise, etc. Et ben voilà, ma psychiatrie, c'est celui-là. Puis autre essai randomisé contrôlé, publié dans le Lancet en 2018, comme sur des collaborateurs, c'est la rédaction d'un livret du rétablissement. Soit les gens ils le font seuls, soit ils le font avec l'aide d'un père aidant. Un tiers d'hospitalisation en moins quand c'est fait avec l'aide d'un père aidant. Ça, c'est ce que je montre quand je veux pour montrer que la père aidance est efficace. N'hésitez pas à vous en saisir. Hein, la père aidance est efficace, là vous avez des publications avec des résultats de bonne qualité. Donc, pourquoi c'est efficace? À cause de la légitimité des pères aidants. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent, ils étaient malades, ils étaient très malades souvent, parfois moins malades, mais souvent très malades, et ils en sont sortis, ils ont pris du recul, ils se sont formés, ils ont intégré des équipes. Donc ça c'est très, très fort, à la fois pour les personnes accompagnées, mais aussi pour les équipes. Le levier de changement des équipes, c'est le plus puissant. Sans tout ça, impossible de changer un pôle de secteur de psychiatrie générale. Donc ça mérite d'être pris en considération et d'être pris à bras de créer des postes de péréquation, c'est une nécessité. On arrive à le faire, on le veut vraiment. Donc un levier de changement des pratiques très fort. Donc voilà, c'est en train de vraiment prendre. Hein. Au début, vous aviez une seule formation, c'était un DU à Paris 8 qui est devenu la licence médiateur santé des pairs à Paris 13. Après, il y a eu le DU de Lyon 1, on a recruté la 5e promotion là, au printemps. Certains ici l'ont suivi. Et puis là, il y a des produits qui s'est créé, il y a la licence de Bordeaux qui s'est créée, il y a un DU à Limoges qui se crée, là, qui va ouvrir, je pense, à l'automne. Il y a à Marseille, etc. Voilà, bon, ça devrait être plus facile. Pour ceux qui sont candidats, qui seront candidats à Lyon 1, je suis désolé, c'est difficile et contraignant. On a beaucoup de demandes. Il faut quand même candidater, mais il faut vraiment bien remplir la trappe pour accéder en fait à l'oral. Parce qu'on a tellement de demandes, des centaines de demandes sur la partie écrite sur le site, qu'on trie si le cas n'est pas bien rempli ou qui ne répond pas aux critères, on ne regarde même pas le dossier, on n'a pas le temps en fait. Parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes pour faire ça. Il y avait Mélanie Strickland qui arrête dans Céline Rodet, psychiatre, Philippine Rodier, père aidante, de la première promotion, qui a intégré le centre ressources. Secrétaire Montassay, elle nous aide, mais elle ne regarde pas les critères. Et moi, hein, c'est un peu Sophie Sarello cette année, qui est psychiatre aussi, qui a pas beaucoup de temps, qui s'occupe d'autisme. Vous voyez, pour voir des centaines de dossiers, ça ne fait pas beaucoup. Donc on est forcé d'avoir des procédures. Par avance, si certains ont une belle volonté, une belle motivation, de belles qualités personnelles ne sont pas prises, c'est juste par malchance. Donc remplissez bien les cases. Pour ceux qui font, et puis après, quand vous êtes à l'oral, il faut convaincre, parce que c'est très compétitif. On voit 65 personnes à l'oral, pendant 1 heure avec 2 personnes, un père aidant et un non père aidant, et on prend les 30-35, on pense qu'ils vont pouvoir être père aidant. On prend des belles personnes, mais on laisse aussi passer des belles personnes, parce qu'on ne peut pas prendre tout le monde, on les laisse passer par erreur ou par choix. Mais voilà, c'était juste pour vous dire un petit peu sur le DU de Lyon. Après, il y en a d'autres qui se créent, donc il y a des
des chances un peu partout. Donc pour vous, Limoges, je pense que c'est pas tellement plus loin que Grenoble, par exemple. Donc Limoges, début des milliers d'euros, il sera très bien. Donc en pratique, vous voyez qu'il faut vraiment quelque chose qui soit en termes d'organisation centré sur les besoins et les demandes des personnes. Le besoin de soins ne suffit pas. En fait, il faut démasquer le besoin de soins de telle sorte qu'il y ait une demande. Et pour ça, il faut monter le niveau de culture, il faut stimuler, il faut répéter, etc. Il faut employer toutes les techniques qu'on a évoquées jusqu'à tout à l'heure. Je vous répète encore une fois, il peut y avoir l'offre de soins, de besoin, et puis ils ne se rencontrent pas. Ça, j'ai vu plein de fois dans les structures spécialisées, pas spécialisées, c'est toujours comme ça. Donc la communication, c'est extrêmement important. Le reste, on a tout vu. Il y a quand même la carte, oui, il en manque un petit peu, mais Cécile Cornibert, que vous connaissez, qui fait le projet centre ressources, a compté, il y a 95 centres de recours de réhabilitation psychosociale en France. C'est quand même pas mal. Ça va. Le territoire français est couvert. Maintenant, l'étape suivante, c'est autour. Donc, pourquoi? Pour passer de l'organisation antérieure à l'organisation officielle, c'est-à-dire le secteur de psychiatrie générale fait ça. Et pour faire ça, il hospitalise moins, il est plus horizontal, il écoute les personnes, il leur permet d'accéder à une évaluation, comme on l'a dit depuis le début, pour tout le monde. Et puis après, il leur permet de réussir leur vie, pour tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les centres référents et les centres de proximité, non. Ça veut dire qu'on leur réserve les cas les plus difficiles, les méthodes les plus spécifiques, la promotion de tout ça. Et ne vous inquiétez pas, il y aura du travail, donc les centres ils vont rester. Mais ils ne pourront pas de toute façon faire tout le travail eux-mêmes, c'est sûr. Donc ça veut dire communiquer, pour que les personnes se saisissent des soins, demandent de la réalisation psychosociale, demandent ce qui leur est nécessaire, il faut communiquer. Donc c'est énormément de pages web, de fiches d'information, etc. Là, on ne voit pas, mais en dessous, il y a 20 fiches d'information. Ça, c'est un CATTP pour 250 000 habitants, orienté réhabilitation psychosociale. Il y a une fiche d'information pour son cours thérapeutique. Comme il y en a une vingtaine, c'est 20 fiches d'information et toutes les personnes peuvent regarder, cliquer, télécharger et demander les soins. En conséquence, les soins, c'est l'éducation, l'organisation collective, réduction de stigmatisation, bien-être, etc., etc. Une vingtaine de groupes comme ça. Donc évidemment, ce n'est pas un modèle standard, sur chaque territoire de santé, il faut se poser la question de quoi ont besoin les personnes et puis comment on va faire concrètement avec la nature du territoire. C'est pas pareil, c'est plus facile par exemple on est en ville, tout le monde peut venir en tramway, en métro, parce qu'on est à la Part-Dieu, et on a 3 arrondissements de Lyon, c'est tout bien desservi. Quand vous avez un territoire rural, c'est pas pareil, l'organisation est différente, il faut prévoir les temps de trajet, il faut prévoir les soins à distance, de la télémédecine, donc des soins en visio, etc. Des regroupements par endroit. Enfin, voilà, il faut penser le soin par territoire de santé. On ne peut pas du tout standardiser les choses. Mais par contre, les principes, c'est vraiment d'accompagner les personnes vers la réussite de leur vie, c'est de les traiter bien, c'est d'accéder aux soins précocement, c'est qu'on ne les contraigne pas, au moins possible, uniquement quand c'est nécessaire. C'est beaucoup moins nécessaire quand on dépense au départ, etc. On les implique activement dans leurs soins, en renforçant leur pouvoir de décision et d'action. Donc il ne faut pas hésiter non plus à participer à tout ce qu'on fait. Enfin, vous en avez parlé, vous connaissez. La journée du réseau qui est le 22 mai, c'est utile, ça permet de se rencontrer et puis d'avancer ensemble. Il faut voir qu'on n'est pas seul, c'est important. Là, on est vraiment nombreux maintenant en France. Le colloque de la FRC, cette fois-ci, c'est le 22 septembre à Tours. Donc les inscriptions sont ouvertes. En tout cas, le programme est en ligne. Je ne sais pas si la dernière version a été mise en ligne. C'est sur l'inclusion et la remédiation cognitive. En fait, ça parle beaucoup de réhabilitation au sens large. Le programme est plutôt intéressant. N'hésitez pas à y aller. Le congrès Réal, c'était l'année dernière à Angers, la prochaine fois, peut-être à Lyon. C'est ce qu'on avait dit, mais c'est pas encore du tout organisé. Je ne sais pas si ce sera possible l'année prochaine, ça me paraît un petit peu tôt. C'est le après, d'autres conférences diverses et variées, différents diplômes, mais en fait vous avez énormément d'informations sur le site du centre ressources, dont tous les colloques en ligne, gratuits, intervention par intervention. Quand il y a une journée comme ça, on peut rediffuser les vidéos, ça permet que tout le monde possible soit touché et que ce type de propos et de convictions touche personne, touche le plus de monde possible. Puis il y a tout un tas d'ouvrages qui sont disponibles aussi assez largement. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention.
crédible pour les solutions. Merci à vous, Franck, pour cette présentation qui nous laisse un peu entrevoir ce que pourrait, vers quoi devrait tendre l'avenir, si on continue à travailler ensemble dans ce sens-là, et voilà, est-ce que ces journées sont censées en tout cas amener. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Oui, bonjour, vous avez parlé au début de commencer de votre conférence. Le fait de se sensibiliser, enfin, vous ne pouvez pas dire comme ça, mais c'est sensibiliser certains psychiatres à la réhabilitation. Sachant qu'actuellement, il y a beaucoup de réhabilitation qui ne sont pas très au fait. Les vieux réattaquent carrément. J'ai défini personne. Ah bah non, je suis pas la gagnante. Moi, à une époque, quand tout s'est déclaré, j'ai lu des bouquins sur la maladie et je savais l'importance de la sociothérapie, mais j'ai eu longtemps à accepter la démarche. Moi, 3 ou 4 ans, je demande j'avais sa fille à l'époque. C'était très long, sachant que c'est très vite dans ma tête. Bon, là, ça l'est moins actuellement. Mais à l'époque, c'était très sévère. Et moi, la réhabilitation m'a aidé à me remettre sur pied, justement, mais je l'ai fait très tard, la réhabilitation. Et sans prendre un Pierrot, qui a fait un entretien au lycée, donc voilà. Mais c'est que moi, je suis encore assez choqué qu'actuellement, pas tous, mais certains ne sont pas ouverts à la réhabilitation, ne sont pas sensibles. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne vais pas arrêter de le dire et que je dirai encore. Pas de souci. Après, là, ce qu'on entend, c'est que là, ce qui est important, et c'est un peu ce que tu disais, c'est le démarche de l'écoute. Puis, ce psychiatre-là, je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est, il ne s'est pas opposé, simplement, je crois qu'il ne connaît pas. Il n'a pas pu spécialement en parler, il a attendu que ce soit vous qui en parliez. Et puis, voilà, il a pris son temps pour vous encourager, c'est ce que je comprends. Après, moi, je parle avec des psychiatres qui sont l'académie d'origine, mais qui sont très ouverts parce qu'on se retrouve sur s'occuper des personnes, favoriser leur rétablissement, les personnes qui s'opposent au rétablissement. Les valeurs humaines. Oui, quand même, bah oui, j'en connais plusieurs partout en France. C'est pas la formation d'origine, c'est pas trop la question. La question, c'est plus la connaissance et puis la force de l'exemple. Et la vision. Bah oui. La manière dont on interagit avec les personnes qu'on accompagne, donc les patients. C'est sûr que ça vient interroger la relation thérapeutique. Et après, les gens qui ne connaissent pas, il faut leur faire connaître. Là, vous avez fait connaître un psychiatre, ce que vous avez fait, il faut faire à plein d'autres psychiatres. Pas vous d'autres. Moi, j'ai une vocation là-dedans, c'est pas vrai. Regarde, les débuts, c'est difficile, et puis on peut que le temps, la bonne observance et les changements de psychiatre, ou thérapie psychologique, ça peut aider justement les erreurs. Bien sûr. Je suis en présence de cause. Bien sûr. Et même quand c'est dur, vous accrochez et il ne faut pas lâcher. Oui, complètement d'accord avec vous. Mais encore une fois, si vous êtes arrivé, autant que ça soit le plus fluide possible avec quelqu'un d'autre. Il ne faut pas attendre que les gens en entendent parler. Dans les buts de campagne, par exemple, j'y pense, c'est plus dur pour eux que l'envie. Bien sûr. Dans le contexte, justement, dans le contexte social où l'environnement joue beaucoup sur la qualité de vie. Complètement, avec l'environnement, puis après vous avez l'accès à ce qui est nécessaire pour la personne. Effectivement, c'est plus facile en ligne où on concentre des moyens à une offre importante que dans la campagne. C'est pour ça que c'est bien d'être connecté. C'est quelque chose qui se passe en ligne quand même. Ça peut être utile. Et puis c'est aussi pour ça l'entraide à distance. Il y a les professionnels, mais il y a l'entraide. Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement utile. Il ne faut pas que ce soit seulement sur place, sur les grandes lignes. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais je crois qu'il y a des trucs qui se faire sur le monde, sur les petits villages ou d'autres villages. J'espère que ça puisse aller dans le bon sens, mais ça continue.
Je suis d'accord avec vous, mais pour que ça évolue dans le bon sens et que ça continue, il faut aussi que tout le monde soit ouvert par rapport à ça. Il faut que la population générale soit sensibilisée dans un petit village. Bah oui, effectivement, quelqu'un qui a des difficultés, on l'accepte, ses particularités, bah, on fait avec, et puis on est sympa avec lui, etc. Si on favorise ça en France partout, ça va être mieux pour beaucoup de monde. Parce que vous n'aurez pas de centre très spécialisé dans le petit village, mais vous pouvez avoir un environnement tolérant et positif. Ça c'est possible de le faire. Et c'est sûr, bien sûr. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Il y a encore de la place pour quelques questions. Je vois là-bas, oui. Oh. Bonjour, moi je suis une maman aidante pour son fils de 26 ans aujourd'hui qui est dans le parcours de la réa, qui vient d'être accepté au SOLSA. J'ai une sur la remarque, une question moi, par rapport au rôle des médecins traitants à la prise en charge de nos jeunes qui sont souvent en souffrance depuis leur plus jeune âge, avec des difficultés scolaires, avec des blessures psychiatriques. Et quand on a un cancer, on doit passer des examens. C'est une obligation. Et je me demande pourquoi, dans la formation des médecins traitants, il n'y a pas la part de la psychiatrie qui pourrait orienter nos jeunes. Bien sûr, on va lier maintenant, mais si vous voulez, la psychiatrie, c'est quelque chose qui est tellement mystérieux, qui paraît tellement inaccessible que beaucoup de médecins, dans leur formation initiale ou continue, n'investissent pas, parce que pour eux, c'est trop énorme. Mais pour vous dire, dans la formation initiale, ça fait des années qu'au programme de l'ECL, c'est ce qu'on appelait l'internat avant, il y a de la psychiatrie avec de l'évaluation, il y a un item handicap psychique qui traite du rétablissement aussi, malheureusement, c'est groupé, il devrait y avoir rétablissement plutôt. Tous les outils dont on parle là, ils sont évoqués, mais c'est mélangé à plein d'autres choses, très rationnelles comme ça, etc. Donc, pour que les gens, les futurs généralistes, puissent vraiment se saisir de tout ça, en fait, il faut qu'ils passent dans les services, qu'on puisse leur expliquer. Donc, ceux à qui, ceux qu'on voit, on arrive à les convaincre, il y a des gens intéressés. Je fais le cours au quatrième de médecine la semaine dernière dans ma fac, et ensuite, il n'y a pas de souci, ceux qui viennent, ils comprennent bien. Après, c'est les jeunes généralistes. Les plus anciens, ils n'ont pas forcément eu cette formation-là, même c'est sûr que pour moi, les plus anciens, ils n'ont pas eu de psychiatrie du tout. Après, ça a paru petit à petit. Donc là, on est sur la formation continue qui relève de la responsabilité de chacun, sachant que les généralistes, comme vous l'avez dit, ils font le reste, ils font les suivis pédiatriques, ils font les gynéco, ils font la dermato, etc. Ils sont de moins en moins nombreux, c'est difficile pour eux, vous avez bien compris en France en ce moment. Donc là, il faut qu'on les aide. Typiquement, c'est une des missions, des devoirs du secteur de psychiatrie générale de se mettre à disposition de ces généralistes. On peut citer que ce qu'on fait nous pour le centre de l'autre, on fait des soirées en mairie avec le conseil local de santé mentale. On met en place une RCP une fois par mois, il y a une heure où on est disponible pour eux en visio de 13 à 14. On commence, on voit si ça fonctionne. Puis après, on aimerait aller vers des consultations conjointes avec quelques généralistes qui sont d'accord. Qui pourraient participer à ça. Donc on met un temps de psychiatre à disposition, on va dans le cabinet du généraliste, on voit les patients les plus difficiles. Donc si on fait ça, on monte le niveau de culture des généralistes, ils vont pouvoir s'occuper de plus de choses. Et vous voyez, c'est une démarche sur des années, ça fait 3 ans qu'on a commencé, c'est pas fini. Voilà, donc on vise ça à long terme, mais le niveau de culture de santé mentale des généralistes a beaucoup monté en France quand même. Si on parle de 30 ans, on compare à maintenant, c'est absolument différent. Ils font plus attention pour les prescriptions, on fait attention quand on les forme à la fac. Et d'ailleurs, c'est eux qui prescrivent l'essentiel des psychotropes maintenant. Certains bien, d'autres moins bien. C'est pour ça qu'il faut continuer à les former, et pour ça qu'il faut interagir avec eux. Ça, c'est à nous de le faire pour la formation continue, et à nous, enseignants, de le faire à la fac pour la formation initiale. Voilà, peut-être qu'on devrait intervenir aussi dans le DES de médecine générale. Donc, je pense, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. On a beaucoup de choses à faire, vous avez compris. Donc, il faut nous aider plus nombreux, comme universitaires de psychiatrie, ou des gens qui travaillent avec nous, qui ne sont pas forcément universitaires, mais dans la sphère, pour nous aider à former plus tout le monde, parce que sinon, on va juste s'épuiser. Hein. Que sur la demande des personnes qui ont besoin de soins psychiatriques, parce qu'ils sont souvent dans des groupes, dans des livres, dans l'incompréhension de ce qui se passe. Pour ça, il faut susciter la demande. Elle n'est pas spontanée, et pour la susciter, il faut soi-même avoir conscience de ce que ça nécessite. C'est pour ça qu'il faut faire monter le niveau de compétence de tout le monde, dont les généralistes. Mais quand même, pour bouger le système, il faut des universitaires, parce que c'est nous qui formons les gens, et on n'est pas assez nombreux, je répète. Donc
un peu, j'ai eu l'occasion de recevoir une interne en médecine générale en CMP, et c'est vrai que le terrain pour les internes en médecine générale dans les CMP, dans les consultations psychiatriques, c'est très utile de développer ça, effectivement, ça manque un peu. Mais en tout cas, elle semble en avoir tiré une expérience assez positive pour sa pratique. Donc, très bien, merci. D'autres questions? Ah oui, moi, je viens de l'AI et j'ai regardé sur la je crois qu'il n'y a absolument rien. Et donc, est-ce que vous avez connaissance de projets ou ces choses-là sur le département? oui, il y en a un. De toute façon, il y avait avant Emile Château, il y avait effectivement le docteur Petitjean qui avait beaucoup développé toutes les équipes d'orientation psychosociale, en particulier la psychoéducation et toutes les familles thérapeutiques. Ils les avaient formés, ils les avaient engagés dans quelque chose, et normalement, c'était sur la carte. Je sais pas si c'est Château, on est vraiment au bord. On est au bord, on est au bord. Là. Même le centre hospitalier de Vichy, il n'y a absolument rien en fait sur le cœur d'Agneau. Il y avait un projet, j'avais vu l'équipe il y a 1 ou 2 maintenant, et bon, j'espère que ça va aboutir. C'était une équipe qui devait se constituer, c'était un centre de proximité. Ça, il y aurait besoin, on parle du sanitaire peut-être. Ça, c'est pas les salles, ça, c'est la carte des centres sanitaires. Qui est rattaché au. Regardez, on va discuter. Voilà. Il y a un centre sanitaire qui va se créer, c'est pour ça on est là. Cette journée, ça sert à ça aussi. Oui, j'ai juste une question très simple, c'est où en est la pérédance famille? Il me semble avoir vu qu'il y avait quelque chose d'engagé sur le plan. Il y a un DU. Donc le DU, il a bien démarré, oui, c'est ça. C'est récent, c'est récent. C'est la première promotion. Première. Oui. Il y a beaucoup de monde là. Non, pas tant que ça, beaucoup moins dans les carrés classiques. Parce que peut-être que c'est déjà un peu fait par une femme, pas de la même manière, pas de manière diplômante. Mais oui, il existe, il y a des gens un petit peu partout. Il y a un peu partout en France, c'est pas une spécificité, ça n'a pas démarré là récemment. Si, il a démarré à Lyon, c'est le seul, hein. C'est le premier. C'est le premier. Là, ce sera la deuxième promotion qui devrait commencer à l'automne. C'est le seul. Une pérédance familiale, on va pas connaissance. N'hésitez pas à regarder, sans près. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Ici. Bonjour. Est-ce que, on parle beaucoup des médecins généralistes et tout ce qui est médical, mais au niveau infirmier et justement paramédical, est-ce que cette prévention, elle ne pourrait pas aussi être intégrée au niveau de la formation pour faire la reconnaissance et de la prévention au sein des institutions scolaires? Si, tout à fait. Vous avez les ambassadeurs en santé, ça c'est une initiative de la RFM à Lyon, je connais celle-ci, peut-être. Il y en a un petit peu ailleurs. L'idée étant qu'avec le service civique, certaines personnes vont aller s'occuper des élèves et les sensibiliser à la santé mentale. Vous avez aussi les premiers secours en santé mentale qui existent, avec 30 000 secouristes formés sur le cours. Que faut-il faire quand on voit quelqu'un qui a des difficultés psychiques, qui sont un petit peu en détresse? Il y a différentes initiatives qui existent, qui peuvent impliquer toute personne de la société d'ailleurs. C'est pas forcément que les infirmiers, mais évidemment que les infirmiers soient mieux formés, que tout ça, ça rentre dans le programme, je suis bien d'accord. Mais ça, c'est par région, par école, ça dépend des. Après, c'est qu'il y a des infirmiers, en fait, souvent dans les établissements publics, qui peuvent être présents au quotidien et peut-être repérer plus facilement les signes et orienter. Peut-être, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, j'étais intervenu pour les profs de biologie, pour l'association, pour le dialogue national. Ils voulaient s'impliquer dans cette démarche. On peut s'appuyer sur plein de personnes. L'idéal, ce serait que tout le monde soit formé. Ça fait partie du programme de l'éducation nationale, et puis il y a des gens
On en parle un petit peu plus, les campagnes. Et tout le monde est formé dans certains pays, c'est comme ça. Tout le monde est formé à la santé mentale, et une troupe de santé mentale en Australie, ça fait longtemps qu'ils le font. C'est d'ailleurs de là que viennent les premiers secours. Notre initiative. On n'est pas bon élève. Oui, je suis d'accord avec vous. On a encore des chemins à faire. Merci. Est-ce qu'il reste encore quelques questions? C'est Thomas Carmo, ici, c'est du Je vais donc laisser la parole à mon collègue Lucas. Merci beaucoup, professeur Foucault, encore une fois. Donc voilà, de toute façon je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que moi je commence à avoir faim aussi. En fait, c'est juste pour vous dire, donc cet après-midi avec différents ateliers, les ateliers sont construits un peu comme ce matin, donc un petit peu sur les modalités présentation d'un dispositif et témoignage usagers. J'espère que vous y trouvez votre compte et puis je vous souhaite un bon appétit. C'est là-bas derrière que ça se passe pour manger. Et puis on se retrouve vers 13h30. Voilà, bon appétit.